Ce que vous avez lancé correspond à une vraie demande du public. Oui, bien sûr, et ça n'a pas été facile d'ailleurs en 2012 d'organiser ce salon. Mais effectivement, on est parti de 80 exposants et 15 000 visiteurs à aujourd'hui précisément 570 entreprises qui exposent et on a plus de 80 000 visiteurs. C'est bien. Donc oui, il y a un engouement du public pour la chose Made in France qui s'explique par les enjeux que représente le Made in France en termes d'emploi, de préservation de savoir-faire, de préservation d'environnement aussi. C'est intéressant cette histoire de Made in France aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 15 ans, mais aujourd'hui il y a des raisons différentes qui amènent le consommateur à souhaiter consommer Made in France. Pour les uns, c'est la préservation des emplois. Pour les autres, les savoir-faire, notamment pour peut-être un public plus senior. Et les plus jeunes, c'est l'environnement, en disant mais c'est quand même quel gâchis de faire venir, d'importer des produits qu'on pourrait très bien fabriquer ici. Et donc les acheminer avec les coûts environnementaux liés au transport, par exemple. Et là, c'est plutôt la jeune génération. Enfin, en étant un peu caricaturaux, parce que certains s'intéressent à l'addition de ces choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'addition, justement, de tous ces enjeux amène au Made in France, même si les raisons sont différentes. Voilà. Vous voyez des responsables politiques qui défilent? Écoutez, oui, tous les responsables politiques sont les bienvenus de quelque obédience qu'ils soient, du moment qu'ils sont, autorisés à exercer leurs fonctions. Mais parce que... Ce que je veux montrer en fait, c'est que la France est riche de talents, innovants, industriels, talents de l'artisanat, et que c'est vraiment une fois par an ce salon l'occasion de montrer au public, aux médias, à tous les politiques que la thématique du Made in France est vraiment très très importante, essentielle. C'est pas juste un petit tricot de corps, une baguette de pain, un camembert, qui d'ailleurs pour une bonne partie vient de lait chinois, mais puisque la marque camembert n'a pas été déposée. Donc je conseille à tous les consommateurs de camembert de consommer des AOC, appellation d'origine contrôlée, ou de venir les acheter sur le salon. Il y a quand même quelque chose d'éminemment politique dans l'idée de vouloir promouvoir le Made in France. Puisque, que cela plaise ou pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un m'interrogeait, l'Union européenne est quand même fondée sur le refus, justement, de privilégier le Made in France. On le voit par exemple dans les marchés publics. Il est interdit de favoriser la production nationale. On le voit dans la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est-à-dire qu'il est normal d'envoyer les capitaux pour construire des usines en Chine, par exemple. Et donc, il y a quelque chose que je trouve quand même... Je ne sais pas comment vous percevez ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des débats. Vous avez organisé des débats. Bon, d'ailleurs, je vous fais une offre de service pour l'année prochaine pour m'inviter à un débat. Parce que j'ai vu que dans ces débats que vous aviez invités, tout le monde est pour l'Europe, en définitive. Même ceux qui sont critiques, même M. Montebourg ne veut pas sortir de l'Union européenne. Alors que M. Montebourg, je l'ai entendu sur BFM TV, a repris 98% de mes analyses, et ça s'arrête à la lettre Y, c'est-à-dire qu'il faut changer l'Europe. Donc il y a quand même, me semble-t-il, dans la mesure où la Commission européenne, vous savez, condamne tout ce qui est production nationale, on appelle ça les égoïsmes nationaux, il faut au contraire promouvoir le marché, comme s'il y avait un Made in Europe, ça se voit d'ailleurs. Il y a des Made in EU, on voit les viandes d'origine UE, il y a Made in Europe. Je vois par exemple, il y a des valises, il y a marqué Made in Europe, des valises que Samsonite, ça va marqué Made in Europe, j'ai vu ça. Donc il y a quand même un présupposé politique à tout ça. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Le tout premier, par rapport à la politique, d'une façon générale, on peut aussi considérer que tout est politique à partir du moment où vous vous intéressez à la cité, au pays, donc tout sujet peut être éminemment politique. Ça peut être le cas du salon de l'agriculture, de l'automobile, tout dépend de quel angle
d'où vous parlez en fait. Concernant la question qui nous intéresse, j'entends bien ce que vous dites, mais c'est assez complexe. Vous parliez d'Arnaud Montebourg. Ce qui est complexe quand même, c'est effectivement, il y a l'euro. Donc c'est peut-être, déjà quand vous voyez la difficulté pour les Anglais de sortir de l'Union européenne alors qu'ils ne sont pas dans l'euro, donc je comprends les inquiétudes pour ce qui concerne la France. Mais c'est même pas l'essentiel de la réponse. Je dis pas que les règles sont faites pour être transgressées, mais je le pense. C'est-à-dire que, prenez comme comparaison l'Allemagne. Vous avez un appel d'offres en Allemagne, une entreprise allemande va, Europe ou pas Europe, emmener toutes ses PME. Parce que les Länder, c'est comme ça. Il y a une espèce de patriotisme, c'est comme ça, c'est dans l'ADN. C'est pareil pour l'Italie. Donc, je pense que, au-delà de l'Europe, c'est quand même s'interroger sur la politique et des grands groupes qui n'ont pas cette solidarité auprès des PME. S'interroger sur certaines ventes de grandes entreprises, je pense à Alstom, mais pas que. Je pense que les 10 doigts d'une main ne suffiraient pas, et qui faisaient travailler tout un tas de PME, de TI, qui sont des fixateurs locaux d'économie essentiels à l'économie de la France. Une fois que c'est vendu, eh ben, les autres pays étant plus patriotiques que nos entreprises, grandes entreprises françaises, il est clair qu'une fois que c'est vendu, s'il y a des recrutements à faire, c'est pas en France qu'ils ont lieu, mais effectivement aux États-Unis, en Finlande, enfin voilà. Donc, et là on n'est pas dans l'Europe, c'est pas lié à l'Europe pour le coup, c'est lié à la façon d'utiliser les règles qui sont imposées et d'être éventuellement borderline et voire de dire ça je fais Europe ou pas, c'est-à-dire que on n'est pas des espèces de robots en étant obligés d'appliquer stricto sensu tout ce qu'on nous demande. Donc de temps en temps, il faut dire non et puis voyons ce qui se passe. Voilà, c'est une possibilité qui n'a pas encore été envisagée, en tout cas suffisamment. Que moi, je serais assez partisane de voir de temps en temps refuser. D'accord, donc vous faites partie. Sans pour autant quitter l'euro, etc. Voilà. Vous faites partie donc de ces gens comme M. Montebourg, comme M. Mélenchon, etc., qui nous disent voilà, il y a un code de la route, mais bon, de temps en temps, on va brûler un feu rouge, on va refuser un stop parce qu'on est pressé, et donc ça nous énerve. En fait, c'est ça. Alors c'est différent, parce que là, le code de la route, c'est la sécurité. Donc, moi, je parle de faire comme font les autres pays, mais c'est quand même intéressant. Je participais à une conférence sur évidemment le Made in France et il y avait dans la salle des directeurs de grands groupes commerciaux ou des directeurs de la communication. À un moment donné, il y a une franco-allemande qui aujourd'hui travaille pour une entreprise française qui était préalablement dans une entreprise allemande qui dit « Écoutez, moi je suis très très étonnée en tant que directrice de la communication, je ne citerai ni l'entreprise ni le nom, de toute façon j'ai oublié. » Et elle disait « Mais en Allemagne, quand on a un marché, mais on emmène tout le monde. En France, c'est tout juste, c'est le contraire. Et commençons aussi, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. La FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France, a d'ailleurs édité une espèce de guide des bonnes pratiques pour justement aider les collectivités, par exemple, à, tout en respectant les règles de la Commission, favoriser. Il y a plein de possibilités. Quand on veut, on peut. Donc voilà, moi en tout cas... Alors, il y a quand même un petit problème, enfin, il me semble, c'est que le tissu des PME allemands n'a rien à voir avec le tissu des PME françaises. En France, on a des très grands groupes, malheureusement, qui, comme vous le dites, sont vendus, sont bradés à des intérêts étrangers de plus en plus, même maintenant PSA, si j'ai bien compris. Et puis on a une multitude de PME, de TPE, d'artisans, mais le problème c'est les grosses PME, quoi, celles qui font entre 1 et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ça on est quand même bien démunis par rapport à ce qu'on trouve en Allemagne.
Et comme vous... mais bien sûr, le tissu industriel est différent parce que on a fondé, c'est effectivement, d'après moi, une grande partie du problème, c'est qu'on a fondé notre réussite économique et industrielle avec le général de Gaulle, sur quelques fleurons très puissants, leaders mondiaux. À partir du moment où vous vendez ces fleurons, c'est effectivement très compliqué puisque c'était eux les premiers de cordée. Donc j'entends bien. Alors que l'Allemagne, il y a moins d'énormes groupes, mais il y a beaucoup plus effectivement d'un tissu industriel beaucoup plus homogène lié à la façon dont les Länder effectivement sont organisés. Oui, et puis, alors peut-être que je crois que c'est d'ailleurs l'objectif avec les régions. Alors bon, il faut peut-être attendre qu'elles s'organisent. Après, voilà. En même temps, moi je connais votre position. Voilà, je pense que je suis plus nuancée, mais moi je respecte effectivement tous les points de vue et j'entends ce que vous dites. Bah déjà, c'est gentil de savoir ce qu'on dit, parce que c'est pas, vous ne m'avez jamais entendu sur TF1, sur France 2, sauf au moment des périodes électorales, puisque c'est un débat qui n'a pas lieu. C'est comme tout à l'heure, vous évoquiez le Brexit au Royaume-Uni. Ce qui est difficile, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne. Ce qui est difficile, c'est que les partisans de l'Union européenne acceptent d'avoir tort. C'est-à-dire que ça fait maintenant 3 ans et demi que les députés britanniques, qui ne représentent pas 52% de la population britannique qui a voté pour le Brexit, ne cessent que de mettre des embûches sur la sortie. Et on n'en est encore pas sorti. C'est comme en France, il y a quand même 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. On lui a quand même imposé par une rouerie, parce que c'était une petite note en bas de page du programme de M. Sarkozy, comme d'ailleurs du programme de Mme Ségolène Royal, c'est que de toute façon, on se le ramassait quand même. Donc il y a quand même en France un déficit, enfin il me semble, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je vous dis mon point de vue, il y a quand même un immense déficit de débat public sur ces sujets. Et ce que je n'arrive pas à comprendre quand même, c'est que si c'est une camisole, si ça ne marche pas, d'ailleurs ça ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas en adulte les conséquences ? On n'a pas évoqué l'euro, enfin si on pourrait évoquer l'euro. L'euro de toute façon va exploser. On ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne, mais l'évolution de la compétitivité allemande est supérieure à l'évolution de la compétitivité française. Et comme on ne peut plus dévaluer, ça a toujours été comme ça, de 1949 à 1999, la compétitivité de l'économie allemande augmentait plus vite que celle de l'économie française, et on remédiait à ça par des dévaluations successives, puis on laissait se déprécier après la rupture des accords de Bretton Woods. Maintenant, on n'a plus cette possibilité, puisqu'on doit partager la même monnaie que l'Allemagne, qui, soit dit en passant, n'est pas une monnaie unique, comme vous le savez sans doute. C'est une collection de monnaies nationales qui portent le même nom. Il y a bien des balances des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. Et il y a actuellement un excédent commercial et un excédent de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro au profit de l'Allemagne, qui est absolument délirant. Il y a 980 milliards d'euros de créances de l'Allemagne sur les pays du Sud, c'est-à-dire sur des créances sur les banques centrales des pays du Sud. Les Allemands eux-mêmes n'en veulent plus de cette affaire. Eh bien, pour remédier à ça, la seule chose que l'on trouve, c'est de déprécier le coût du travail en France, c'est-à-dire que les classes moyennes sont en train de s'appauvrir et les classes populaires sont en train de verser dans la misère. Et là, ce qu'on apprend ces jours-ci, c'est qu'il va y avoir la réforme de l'assurance chômage, il va y avoir 1 300 000 personnes qui vont basculer dans le RSA. Donc tout ça, ça n'est pas raisonnable. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'on peut partir d'un principe, c'est que quelque chose ne marche pas, mais il ne faut surtout pas en sortir, il faut en revanche violer les règles. Comme si d'ailleurs il n'y avait pas une cour de justice de l'Union européenne, comme s'il n'y avait pas des... Je comprends bien, mais après, voilà, il y a ceux qui veulent réformer. Par exemple, je sais pas, je prends une métaphore. Un enfant se débrouille pas à l'école, est-ce qu'il faut arrêter l'école ou est-ce qu'il faut lui demander de refaire sa copie ? Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, beaucoup partagent l'idée que l'Europe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner et qu'elle a organisé une sorte de concurrence déloyale entre les pays. Pour les uns, concurrence fiscale, pour les autres, concurrence du pays à plus bas coût. Mais il y a peut-être moyen, alors on est peut-être des optimistes béats, crédules, un peu neuneux, et on se dit, bon, il y a peut-être moyen de modifier les choses plutôt que de prendre le risque Alors, ça me fait penser, j'avais proposé c'est d'un côté raison gardée. Et alors, je peux faire une parenthèse, c'est que
je vous remercie de ne pas couper ce que je dis, parce que parfois, on pourrait, c'est important de montrer le début, parce que quand je dis par exemple je suis d'accord, non, il n'y a pas d'entour. Je suis d'accord que l'Europe ne fonctionne pas tellement, ça ne veut pas forcément dire. Voilà, c'est tout, c'est juste parce que parfois je vois dans ça n'est pas notre genre. Les choses qui sont reprises. Quand j'ai écouté la totalité de l'interview, il ne s'agit pas de moi, mais je dis c'est bizarre, j'ai écouté l'émission et c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu. Voilà. Ça n'est pas notre genre, mais moi ça m'est arrivé de nombreuses fois dans de nombreuses émissions, notamment une avec Thierry Ardisson dont j'avais parlé à l'instant, parce que j'avais suggéré lorsque j'avais été reçu par Thierry Ardisson, mais je crois qu'il avait retiré purement et simplement ce passage, puisqu'il me disait c'était le coup de l'autre Europe. À chaque fois les gens disent oui, il faut changer l'Europe. Mais à chaque fois, ça se passe entre Français, à l'intérieur du périphérique parisien. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'il y a des traités à 28 États et qu'il y a un article qui s'appelle l'article 48 du traité de l'Union européenne. Les traités se réforment à l'unanimité. Et donc, je vous suggère peut-être pour la prochaine édition du Salon du Made in France, de faire venir les représentants des 28 gouvernements et puis de discuter avec les 28, alors à les traducteurs, c'est comme ça que ça se passe à Bruxelles concrètement. Et que demander à chacun, par exemple si Malte ou si le Luxembourg est d'accord, par exemple, pour favoriser le Made in Luxembourg ou le Made in Malta. On voit s'ils sont d'accord. Voir si, par exemple, ils veulent une taxe Tobin sur les transactions financières. Comme il faut l'unanimité, ça ne marchera jamais. J'avais dit ça à Ardisson, et comme vous le dites, ça a été coupé d'ailleurs dans ce passage. Moi, je trouve que ça serait vraiment faire œuvre de salubrité que d'organiser ici, par exemple, dans votre salon l'année prochaine, ou à la télévision encore mieux, la réalité que les Français visualisent. Moi, j'étais en cabinet ministériel, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était les réunions. À l'époque, c'était l'Europe des 15. Maintenant, c'est l'Europe à 28. Peut-être bientôt à 30 avec la Macédoine du Nord et l'Albanie qui sont là d'ailleurs pour piquer du pognon et pour faire du trafic de drogue et du trafic d'êtres humains. Et puis, j'aimerais que les gens voient concrètement ce que c'est que l'Europe à 28, où les gens ne se comprennent pas. Ils ont les oreilles comme ça, ils écoutent en permanence le maltais, le slovaque, le slovène, le chypriote, l'estonien, le portugais, l'allemand, etc. qui sont là à raconter leurs trucs. Les gens ne sont d'accord sur rien. Et on est dans une espèce d'immobilisme absolument généralisé. Alors l'idée de tout modifier pour aller dans le sens des intérêts français, c'est un rêve. Et vous savez ce que disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves, parce que ça fait 62 ans. En 1957, pour le traité de Rome, Mendes France voulait déjà changer l'Europe. Dans les années 60, De Gaulle a voulu changer l'Europe, il avait proposé le plan Fouché, il a été retoqué, et c'était l'Europe des 6 avec De Gaulle. Maintenant, on a Macron avec 28. Donc vous imaginez comment on va changer l'Europe. Donc nous, notre position, elle est absolument claire et cohérente. Et je suis... je ne sais pas, je trouve... Je vous fais encore une offre de service. Invitez-moi l'année prochaine, il y aura du monde, à un débat avec les gens qui viennent ici. J'ai vu que vous invitiez les gens des Républicains, des gens de je ne sais pas où, de En Marche et tout. Moi, je ne demande que ça, qu'il y ait un débat pour parler de ces questions. Parce que moi, vraiment, je vous soutiens à fond sur ce salon. Je trouve que c'est une très très bonne idée. On a d'ailleurs des exposants que je vais aller voir qui sont adhérents à l'UPR. Donc il y a des artisans qui essaient de se battre dans des conditions insensées en fait. Parce que quand on voit les charges de travail, les charges sociales, les cotisations sociales, le coût de l'emploi en France, etc., comment ils arrivent à essayer de faire prévaloir des trucs, c'est parfois de la haute voltige. Moi je trouve que l'idée de base, elle est fondamentalement bonne, c'est pour ça que je viens avec plaisir, mais on ne peut pas jouer dans un monde où les règles sont le contraire. La construction européenne part du principe justement qu'il ne doit plus y avoir de Made in France. C'est plus compliqué que ça, puisque le Made in Germany et Italie fonctionnent quand même pas si mal. Donc il y a une responsabilité là, certainement, je vous parlais de... En termes microéconomiques, vous pourrez trouver des exemples, mais en termes macroéconomiques, vous voyez bien que la France, elle a perdu les emplois industriels, ça continue à toute allure. Et c'est pareil pour les emplois de façon générale. Oui, mais parce qu'effectivement, elle n'a pas été protégée. Là, pour le coup, je pense que c'est plus la responsabilité des élites françaises qu'européennes. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? On a un euro qui est trop bon marché pour la compétitivité de l'économie allemande, donc l'économie allemande dégage des excédents commerciaux géants. Et puis on a un euro qui est trop cher pour l'économie française, et encore a fortiori pour l'économie portugaise, espagnole ou grecque. Donc eux, ils sont en train de tout détruire. Et donc on est face à ce problème. C'est un problème qui est béant. Et d'ailleurs, moi je le vois, parce que quand j'ai créé ce mouvement politique il y a 12 ans et demi, les gens, moi je suis de l'inspection générale des finances, j'étais dingo, quoi.
Et puis maintenant, les gens ne disent plus que je suis lingot, parce que nous, notre mouvement politique, il ne cesse de monter. Les gens, et moi, quelle est la position, comment dirais-je, responsable? C'est pas être responsable, c'est pas être un adulte et un homme politique responsable que de dire on a des traités mais on va les violer. Je suis désolé, d'abord c'est contraire à la Constitution, le président de la République il est le garant du respect des traités. Deuxièmement, si la France commence à violer les traités, mais les autres vont faire pareil. On revient, pourquoi est-ce que les autres pays respecteraient les traités avec la France et dont la France est partie? Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est comme ça que les choses aussi avancent. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça. C'est les lois sur l'avortement. Pourquoi les lois sur l'avortement sont passées et qu'aujourd'hui, personne ne va les critiquer, enfin, j'ose l'espérer, c'est parce que des centaines de femmes sont mortes en, justement, faisant fi des règles, sans les respecter, puisque c'était interdit. Et elles se débrouillaient autrement et elles mouraient. Et du coup, on a dit, ok, on change la loi. Donc, on peut justement changer les lois. Voilà, je vous donnais un exemple. Moi, je pense qu'il y a différentes façons. Il y a effectivement la façon, voilà, plus entre guillemets brutale, enfin, et puis une façon plus soft. Après, essayons déjà la manière soft. Mais ça fait 62 ans comme c'est. Oui, non. Je suis d'accord. Parce que votre exemple de l'IVG, c'était dans un cadre national. Il suffisait qu'il y ait une majorité de députés qui soient favorables à l'IVG pour que ça soit voté. Tandis que là... C'était pour vous dire, vous disiez, une règle, c'est pas normal qu'on demande de transgresser une règle. Et je vous dis simplement... Oui, sauf à changer des règles. Le monde est ainsi fait que pour qu'une règle change, il faut que certains, effectivement, courageux, dans un cadre national. Mais là, les Français ne sont pas d'accord, mais vous avez d'autres pays qui, eux, veulent, par exemple, beaucoup plus de privatisation. On n'est pas d'accord sur le fond. La France voudrait une Europe à la française, la Pologne une Europe à la polonaise, l'Estonie une Europe à l'estonienne et les Grecs une Europe à la grecque. C'est ça le problème. C'est qu'il y a une confrontation des intérêts nationaux. Oui, mais après, ça dépend aussi de ce que souhaitent nos dirigeants. C'est pas l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou l'Albanie qui nous a demandé de vendre Alstom. C'est pas non plus ces pays qui nous demandent de vendre ADP. Ah si. C'est pas eux, mais la privatisation des aéroports, c'est quand même réclamé par les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont nous sommes d'ailleurs. Je suis absolument sidéré de voir que sur la scène politique française, il y a un seul parti politique qui explique aux Français que chaque année, la Commission européenne publie un rapport qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui est pris en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour essayer, l'objectif final étant de faire converger des économies pour assurer la survie de l'euro. Et donc, chaque année, la Commission, c'est-à-dire des fonctionnaires non français, très majoritairement, élus par personne, dit voilà ce qu'il faut que la France doit privatiser ses barrages hydroélectriques, la France doit diminuer le nombre de ses niveaux d'administration, la France doit réformer ses retraites, la France doit réformer l'assurance chômage, etc. Donc tout ce que fait M. Macron, en fait, comme faisait auparavant Hollande, comme auparavant faisait Sarkozy, c'est l'application de ce rapport. Et chaque État bénéficie, si j'ose dire, de ce rapport, chacun a son petit pactage pour l'année. Donc, je suis désolé, mais la privatisation de l'aéroport de Paris, c'est dans la même mouvance que la privatisation de l'aéroport de Thessalonique ou de l'aéroport d'Athènes qui a été fait à la demande de la Troïka. C'est le même phénomène qui se produit un petit peu partout de privatisation généralisée. C'est porté par les traités européens comme l'orage est porté par la nuée. C'est-à-dire que les traités européens postulent justement la libéralisation, entre guillemets, c'est-à-dire une vision ultralibérale de l'économie. Honnêtement, je ne suis pas le seul à le dire, il y a quand même beaucoup de gens qui le disent, notamment des gens de gauche. Sauf qu'après ça, ils en tirent comme conclusion, on va changer l'Europe. Et en pratique, il ne se passe rien, parce qu'on ne peut pas changer à l'unanimité quelque chose avec lesquels l'unanimité n'est pas d'accord. Alors moi, je sais pas, si je sais, ce que je sais, c'est que les Français ne comprennent pas beaucoup de Français ne comprennent pas encore la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et ce qu'ils constatent. Et comme on a mis à la tête des Français depuis 60 ans que l'Europe c'était formidable, la construction européenne c'était la paix, etc., ils ne veulent pas remettre en cause quelque chose dont ils ne supportent pas les conséquences. Donc quand on est dans une situation de cette nature, on va vers une explosion générale, dont je pense que l'affaire des Gilets jaunes n'est que les prémices, parce que comme de toute façon, je le disais tout à l'heure, le niveau de vie des Français est condamné à diminuer de plus en plus parce qu'il faut sauver l'euro, on va avoir de plus en plus de pauvres. C'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est ce que constate l'INSEE. Vous avez vu le rapport du Secours catholique
qui tirent la sonnette d'alarme. C'était il y a 2 jours, il y a 3 jours. Ils découvrent des choses effarantes, bien pires que les statistiques de l'INSEE. Et ben on continue, on fonce dans le mur, au lieu de, en adulte, se dire bon ben ça marche pas, il faut arrêter les frais. Voilà, en tout cas c'est notre position. Oui, non, mais voilà. Je suis pas là pour vous convaincre, je suis là en tout cas là pour vous donner notre position. On discute. Mais, on discute. Encore une fois, je suis. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous faites en tout cas. Aller mieux dans le meilleur des mondes, pas nécessairement en quittant. En plus, c'est compliqué parce qu'on est dans l'euro. Mais bon, je pense qu'on a tout dit finalement. Oui. Les gens sont contents, les exposants, ils sont contents du truc. Ça se passe très Ils font bien. des affaires. Ah bah ils sont là pour ça. Hein. L'idée de ce salon, c'est de participer parce qu'à un cercle vertueux, plus de ventes, c'est plus d'investissement pour l'entreprise, plus d'emplois. Donc on peut acheter sur place. On peut, Il faut, et tout le monde, 85% des gens achètent, notamment en vue des cadeaux de Noël. Ah oui. Et l'idée, justement, c'est plusieurs entreprises d'ailleurs m'ont dit l'année dernière, grâce au salon, j'ai recruté 1, 2, 3 personnes, j'ai pu changer de logo. C'est bien. C'est l'idée. C'est la raison pour laquelle il y a des entrées gratuites sur préinscription. Ce n'est pas open bar, donc il faut se préinscrire. Et sinon, il y a un droit d'entrée de 10 € qui est remboursé au premier achat. Donc nous, l'idée, c'est pas de gagner d'argent sur les entrées, c'est vraiment de dire, ok, vous payez 10 €, vous achetez, vous êtes remboursé. Donc, Et la taille moyenne, c'est quoi la taille moyenne de l'entreprise qui est exposante? Combien de salariés? je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. C'est parce plutôt que- des TPE, des artisans? Pas seulement, puisque DOP, c'est le groupe L'Oréal, et on peut pas. C'est comme une industrie. Non, il y a quelques belles industries, des artisans, des TPE, des plus grandes entreprises. Artisanat, Dans tous les agroalimentaire, secteurs. services, D'activité. tous les... Écoutez, il y a 570 entreprises, moi je vous invite à C'est ce que je vais faire. faire un tour. Prévoyez 2 heures minimum. Minimum. Et c'est tous les secteurs d'activité qui sont représentés. D'ailleurs, la réflexion qu'on me fait de façon récurrente, c'est je ne pensais pas qu'il y avait encore autant de diversité dans la production française. On trouve quand même encore beaucoup de choses. Donc, Et les grands distributeurs, vous avez des liens avec eux? Parce qu'ils jouent un rôle important hein, dans la grande distribution pour promouvoir ou non les productions locales. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des moyens maintenant alternatifs de distribution. Par Internet? Les distributeurs, en fait, sont invités, ils viennent effectivement en nombre, mais en tant que visiteurs. Ils ne sont pas exposants, ils viennent en tant que visiteurs pour, pardon de l'anglicisme, d'emblée sourcer. Lorsqu'ils veulent faire une collection, capsule Made in France, un cornet Made in France, etc., ils viennent sourcer sur le salon. Et donc, oui, ça fait partie de nos visiteurs professionnels. Madame la Présidente, merci pour cet entretien, c'était très sympathique. Je vous félicite pour cette initiative. Je suis content qu'il y ait de plus en plus de succès parce que je pense que le succès du nombre de visiteurs de plus en plus important n'est pas sans corrélation avec le succès de l'augmentation des adhérents à notre mouvement politique. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bonne visite. Merci beaucoup.